Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple et dans ce podcast j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Alors dans ce deuxième épisode, on va parler de développement personnel, on va parler d'introspection et on va parler de 4 clés qui sont selon moi importantes pour commencer une introspection ou commencer un travail intérieur. Cet épisode va être pertinent pour toi si éventuellement tu as entendu parler de dev perso, d'introspection et tu te demandes qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait et est-ce que ce serait pertinent pour moi et est-ce que ça peut s'appliquer à moi et comment est-ce que ça pourrait m'aider potentiellement. Voilà, peut-être que tu as déjà entrepris un travail thérapeutique dans ta vie, peut-être pas. Je vais essayer de poser un peu ce qui sont selon moi des fondations de l'introspection en général, qui est un sujet très vaste, hein, bien sûr, le mot introspection est un mot très vaste, mais dans tous les cas, je vais essayer de poser des fondations de qu'est-ce qui selon moi sont les clés importantes pour commencer un fameux travail intérieur. Alors juste un petit disclaimer que j'aimerais mentionner avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que le développement personnel, l'introspection, tout ça, ce sont des concepts qui ont beaucoup de chevauchements avec la psychothérapie, la thérapie en général. Mais il est important de quand même les distinguer et juste de mentionner que, évidemment, qu'une personne qui a éventuellement une pathologie ou des problèmes plus sérieux aura mieux à faire de se tourner vers une véritable psychothérapie ou une thérapie plutôt que simplement du développement personnel. Et bien que ces concepts ont évidemment beaucoup de choses qui se chevauchent et qui se ressemblent, mais voilà, il est important de quand même, je pense, mentionner typiquement un épisode comme celui-ci ne pourra jamais remplacer voilà, un suivi individualisé, car voilà, certaines personnes ont besoin d'un suivi individualisé, et ce dont je vais parler là, ce sont des conseils généraux qui évidemment ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde, puisque aucun épisode, aucun podcast ne peut s'appliquer à tout le monde. Voilà. Alors, en premier lieu, avant même d'entrer dans les 4 clés et le vif du sujet, une chose qui je pense est essentielle quand on veut commencer un travail d'introspection, c'est tout simplement, ça paraît tout bête, hein, mais bon, après, voilà, des fois les choses les plus simples sont les choses les plus importantes. En premier lieu, de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais changer ou améliorer dans ma vie? Pourquoi est-ce que c'est important de se poser cette question-là? Parce que ça pose un certain cadre, une certaine vision de ce qu'on recherche, de ce qu'on veut. Parce que si on n'a pas de vision plus large de ce qu'on recherche et de ce qu'on veut, bah c'est plus difficile de savoir comment commencer, c'est plus difficile de justifier une introspection et de comprendre en fait tout simplement le but qui se cache derrière toutes ces clés. Et c'est aussi évidemment plus difficile de trouver la motivation de changer si on n'a pas conscientisé la raison pour laquelle on veut changer. Donc première chose, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais changer ou améliorer dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de plus? Sans tomber évidemment dans le perfectionnisme, parce que ça, j'en ferai un autre épisode une autre fois, mais c'est pas une question de tomber dans un perfectionnisme et de toujours plus, mais simplement de se demander comment est-ce que je vais moi, comment est ma relation avec moi-même, comment sont mes relations avec les autres, est-ce que je me sens bien dans ma peau, est-ce que je me sens alignée avec qui je suis, voilà, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais améliorer tout simplement. Et il y a une petite question que j'aimerais te poser qui, je pense, est particulièrement pertinente quant à ce sujet. C'est une question qui se nomme la question miracle. La question est la suivante. Imagine que demain, tu as une baguette magique et cette baguette magique exauce tous tes souhaits, tous tes vœux et tu deviens exactement la personne que tu souhaiterais être. Voilà, déjà rien que de se poser cette question, ça offre une certaine vision. Donc on peut imaginer ça, se visionner à quoi ressemblerait notre vie. Et ensuite, la question suivante, c'est quand tu te lèves donc le matin, à quoi ressemblerait ton quotidien? Et quelles seraient les premières choses que tu remarquerais qui ont changé?
Et c'est important de se poser cette question-là par rapport au quotidien, parce que c'est vraiment dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, qu'on remarque aussi, qu'on peut remarquer les changements les plus subtils, qui au final sont souvent les plus puissants. Donc, est-ce que je me réveille et au lieu que la première chose que je fais, c'est scroller sur mon téléphone, en fait, je me réveille, je vais dehors, je fais une petite marche, je vais prendre un petit déjeuner, alors que d'habitude, je rate le petit déjeuner. Je suis dans le moment présent, sur le chemin du travail, au lieu d'être en train d'écouter les news qui me mettent automatiquement dans un mauvais état d'esprit, bien j'écoute de la musique relaxante ou motivante. Voilà, c'est juste une manière de commencer une visualisation de à quoi ressemblerait ma vie si j'étais la personne que je souhaiterais être et à quoi ressemblerait mon quotidien. Parce que le quotidien, c'est quand même ce qui fait au final qui nous sommes et voilà, c'est la vraie vie, donc c'est au final ces petits gestes qu'on fait et la manière dont on aborde notre vie de tous les jours qui est la plus importante. Et c'est bien pour ça aussi qu'il est important de mentionner que voilà, l'histoire de la baguette, la question de la baguette magique, la question miracle, c'est pas vraiment dans le but de s'imaginer bon bah demain je me réveille avec cette baguette magique et je serai dans un manoir multimillionnaire et puis voilà, ça m'est tombé dessus. Non, au contraire, c'est quelle personne je serais. Alors oui, peut-être que j'aurais plus d'argent par exemple, mais quelle personne je serais et en quoi est-ce que mon quotidien, mes actes de tous les jours seraient différents, en quoi est-ce que mon dialogue intérieur serait différent, en quoi est-ce que mes relations avec les gens autour de moi seraient différentes. Voilà. Une fois qu'on a une meilleure idée un petit peu de cette réponse et à quoi on aspire et comment est-ce qu'on visualise tout ça, j'aimerais commencer par aborder différentes clés, ces différents outils qui, je pense, sont un bon point de départ pour justement commencer ce travail intérieur, ce travail sur soi-même. Le premier point que je mentionnerai, c'est le concept de ralentir. Qu'est-ce que ça veut dire ralentir? Ça veut dire simplement commencer à plus conscientiser ses actions dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est un point qui a énormément de chevauchements avec la pleine conscience, mindfulness, etc. Mais la raison pour laquelle j'aborde celui-là en premier lieu, c'est parce que on vit tous dans un monde, et on le sait généralement, on vit dans un monde où on est overstimulé, surstimulé. Il y a, voilà, dans les statistiques, l'anxiété est sans arrêt en hausse. On parle tous d'anxiété, c'est un grand sujet pour les jeunes, pour les moins jeunes. Le fait qu'on soit constamment stimulé par voilà, les réseaux sociaux, notre train de vie à 100 à l'heure. Et souvent, on a justement moins d'espace en fait dans notre vie pour vraiment conscientiser nos choix, conscientiser ce qui est en train de se passer dans mon corps, dans ma tête. Et conscientiser ce qui est en train de se passer dans mon corps et dans ma tête, c'est une des premières étapes, même dans n'importe quelle thérapie en fait, que ce soit des thérapies qui sont axées sur identifier ses pensées et ses schémas négatifs, que ce soit les thérapies qui vont plus être axées sur le soma, sur le corps, et donc se connecter à son corps. Tout ça, il y a un grand précurseur à tout ça, c'est de pouvoir conscientiser ce qui se passe en moi, dans ma tête, dans mon corps. Et pour ça, il faut absolument pouvoir prendre conscience de soi-même et donc ralentir en fait, parce que si je suis constamment dans le mouvement, si je suis constamment en train d'aller d'un point A à un point B sans même pouvoir me connecter à moi-même, ça va être difficile en fait de commencer à se connaître un peu mieux aussi. Pour imaginer un petit peu tout ça, il y a une citation qui est très connue, peut-être que tu la connais, que j'aime beaucoup, qui est une citation de Viktor Frankl. Il était un psychologue et neurologue autrichien. Et il a survécu les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Et sa citation est la suivante. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Voilà, elle est magnifique cette citation. Elle représente exactement qu'il est important de cultiver justement cet espace entre le stimulus et la réponse et notre réponse. Et donc de pouvoir être en réponse plutôt qu'en réaction à ce qui nous arrive. Et pour être en réponse plutôt qu'en réaction, il est important de pouvoir ralentir notre cadence. Et
Et ouais, de nouveau, ça paraît tout simple, tout bête d'une certaine manière, mais ce sont souvent ces choses-là qui sont peut-être les plus puissantes, je pense. Avant d'aller essayer de faire des trucs de fou, euh, des cérémonies ayahuasca ou des exorcismes en tout genre, je plaisante bien sûr, mais commençons par ce qu'il y a de plus simple, commençons par ce qu'il y a d'accessible et ce qu'il y a d'accessible à tous. Et donc commençons par essayer de se connecter plus à nous-mêmes. Commençons par essayer de sortir du mode combat-fuite, où on est sans arrêt notre système nerveux est surmené et sans arrêt en alerte, ce qui pour beaucoup est le cas quand des gens représentent voilà, souvent des troubles anxieux, ou simplement le surmenage, les burn-out, etc. C'est que souvent notre système nerveux est coincé dans un système d'alerte constant, et donc commençons par ce ralentissement. Alors, pour parler de manière un peu plus pratique, qu'est-ce que ça veut dire ralentir? Ça peut vouloir dire simplement, par exemple, prendre conscience de sa respiration. Ça, c'est un truc tout bête, de nouveau, on a tous beaucoup entendu parler peut-être des exercices de respiration consciente. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que c'est tout simple, tout bête. On peut, dans sa vie quotidienne, simplement se connecter à voilà, sa respiration. Inspirer, expirer. C'est très simple, c'est quelque chose qu'on peut faire, conscientiser ça dans sa vie de tous les jours. Il y a aussi un exercice que j'aime beaucoup pratiquer en thérapie, c'est un exercice de se connecter à ses 5 sens. Donc je ne vais pas le faire ici maintenant, mais simplement pouvoir se connecter à mon corps sur la chaise, à mes pieds sur le sol, éventuellement à ce qu'il y a autour de moi, regarder ce qu'il y a autour de moi, même dire dans ma tête, remarquer les couleurs et les formes qui sont autour de moi. C'est une manière de me reconnecter à mes 5 sens et donc de me reconnecter à ce qu'il y a dans l'ici et maintenant. Ça peut être aussi simplement faire une pause avant de réagir à quelque chose. Je suis au travail, quelqu'un me fait un commentaire, je suis au travail, quelqu'un m'envoie un email. Avant de réagir, je peux simplement prendre une inspiration et ensuite, même si c'est quelques secondes plus tard, c'est déjà justement cet espace dont on parlait tout à l'heure qui me permet d'être en réponse plutôt qu'en réaction. Il y a un bouquin d'un psychothérapeute que je respecte beaucoup parce qu'il fait un podcast que je trouve très pertinent sur l'anxiété, c'est en anglais. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle 7% Slower, c'est tout simplement 7% plus lentement. Et il parle de l'anxiété dans ce bouquin, et en fait, il explique qu'il a développé un peu ce mémo un peu absurde d'une certaine manière, il le dit lui-même, un peu absurde parce que c'était simplement pour se rappeler qu'il devait aller plus lentement, et il s'est dit comment me rappeler que je dois aller plus lentement, bah, je vais utiliser 7% plus lentement. Il suffit que j'aille 7% plus lentement. Évidemment, c'est un peu absurde parce que personne ne peut mesurer ça, c'est pas quelque chose que tu peux mesurer, 7% plus lentement, mais c'était juste pour s'en souvenir et pour conscientiser le fait d'aller un peu plus lentement dans ses mouvements. Donc vraiment, voilà, même quand je marche dans la rue, quand je me balade, quand je fais à manger, quand je prépare mon café, peu importe ce que c'est, quand je parle aussi, moi je sais que pendant longtemps et peut-être encore maintenant, j'ai tendance à vouloir parler vite, j'ai tendance à vouloir marcher vite aussi, je remarque ça souvent, enfin on me l'a souvent dit même, et pour moi c'est un exemple de simplement est-ce que je peux parler un petit peu plus lentement, mettre un petit peu plus d'espace dans mes paroles, dans mes mots, est-ce que je peux, quand je suis en train de faire une balade, juste remarquer que je vais très vite et ralentir un petit peu la cadence. Voilà, tout ça c'est des manières d'être un peu plus conscient, un peu plus présent. Voilà, je pense que tu as à peu près capté ce premier point. Le deuxième point que j'aborderai pour commencer un travail intérieur et un travail d'introspection, c'est avoir une routine bien-être, une routine self-care. Ça, c'est simplement une manière pour moi de me connecter à moi-même de nouveau. Ça peut passer par plein de choses différentes, plein d'activités différentes. C'est simplement l'idée que je fais quelque chose rien que pour moi, moi-même et moi. Parce que trop de gens, et je pense surtout des gens qui ont des familles, honnêtement, voilà, les gens qui sont parents, papa, maman, malheureusement, ils ne s'accordent plus assez de temps pour eux-mêmes. Ils sont sans arrêt en train d'être dans les obligations à droite et à gauche, et
Et donc, il y a moins de temps à s'accorder à soi-même, il y a moins de temps pour m'écouter, moi et mes besoins. Et donc, ça peut passer simplement par une activité style je fais du yoga, je fais du sport, je fais du journaling, je fais de la peinture, une activité créative, quelque chose qui me ressource véritablement. Et ça n'a pas besoin d'être très long, ça n'a pas besoin d'être très encombrant, mais un moment qui m'est dédié à moi. Parce que c'est important de pouvoir cultiver cette connexion avec soi-même. Je pense que c'est aussi mon biais, entre guillemets, je parle de ça parce que je pense que c'est aussi mon biais. Je vois beaucoup de gens en thérapie qui ont plus la tendance de s'abandonner eux-mêmes et de finalement être un peu plus dans la tendance de l'abandon de ses besoins, du people pleasing comme on l'appelle en anglais. Et, et au final, ils finissent par avoir trop de ressentiment envers les gens autour d'eux parce que justement, ils ne s'accordent plus assez de temps pour eux et ils s'oublient eux-mêmes et donc il y a des frustrations qui se créent au bout d'un moment. Et puis avoir ce moment privilégié ou cette routine bien-être, c'est aussi une manière de implicitement recevoir le message que j'ai de la valeur, j'ai de l'importance. Et c'est important pour les gens aussi qui peut-être ont de la difficulté avec l'estime d'eux-mêmes, etc. C'est de réussir à recevoir ce message que moi aussi j'ai de la valeur, moi aussi j'ai de l'importance et moi aussi mes besoins ont de l'importance. Ensuite, le troisième point pour commencer un travail intérieur / introspection, c'est pratiquer la compassion envers soi-même. La plupart du temps, les gens, de nouveau je suis biaisée parce que pour moi je vois beaucoup de gens qui viennent en thérapie et qui sont extrêmement durs envers eux-mêmes. Beaucoup plus qu'ils ne le sont envers les autres. On en parle souvent que voilà, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la compassion pour les autres que pour soi-même. Et donc, c'est des gens souvent qui ont un très dur envers eux-mêmes, qui ont un autocritique très présent et très fort, et qui va généralement s'accompagner aussi d'une honte de qui je suis. Une honte intérieure qui finalement crée un dialogue intérieur négatif généralement, et ça va être difficile du coup de s'autoriser, de faire des erreurs, de s'autoriser à être bienveillant tout simplement. Et moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas véritablement changer si on ne commence pas par avoir de la bienveillance envers soi-même. Parce que si on est si l'autocritique prend le dessus et la honte prend le dessus, malheureusement, ça crée souvent un sentiment de paralysie. Et puis ça crée aussi des schémas et des cycles négatifs, des cercles vicieux de comportements négatifs. Parce que le plus je suis dans un autocritique incessant, le plus je vais généralement avoir des comportements qui me desservent dans le long terme. Donc pour pouvoir véritablement créer du changement et avoir la vie que je souhaite, être la personne que je souhaite être, il est vraiment impératif de cultiver cette bienveillance. Et cultiver cette bienveillance, bon alors ça passe par plein de choses différentes et ça j'en ferai sans doute aussi un autre épisode parce que on peut en parler pendant longtemps. Mais ça passe justement par changer son dialogue intérieur, avoir un dialogue intérieur plus positif, plus bienveillant. S'autoriser les erreurs et s'autoriser à être humain. Ça peut être aussi simple que ça. Mais c'est souvent compliqué à mettre en place. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus complexe et j'en reparlerai parce que c'est un grand sujet, la compassion, l'autocompassion. Mais voilà, c'est une clé essentielle pour pouvoir commencer une introspection. Ensuite, le quatrième point pour commencer un travail introspectif, c'est prendre la responsabilité de sa vie. Alors prendre la responsabilité de sa vie, je le mets en dernier parce que c'est important que cet élément vienne après la compassion et la bienveillance envers soi-même. Car, j'ai un peu alludé à ça plus tôt, mais quand c'est la honte qui prend le dessus, c'est extrêmement difficile de prendre la responsabilité de sa vie et de ses actes parce que généralement on se braque, on se met sur la défensive, on se rigidifie et on se paralyse. Et quand on a tout ça qui se met en place, c'est très difficile de prendre la responsabilité de sa vie et d'avancer dans la bonne direction. C'est pour ça que je le mets en quatrième point parce que voilà, c'est un point important, mais c'est plus difficile d'accéder à ça quand notre autocritique est en surfonctionnement et
et nous paralyse. Mais voilà, prendre la responsabilité de sa vie, c'est un élément crucial. Et ça passe tout simplement par avant tout réaliser que c'est moi qui ai le pouvoir de changement sur ma vie. C'est pas X ou Y, c'est pas une personne extérieure, c'est pas le monde extérieur qui peut me changer. C'est moi uniquement qui ai ces clés à l'intérieur de moi-même. Et pour solidifier ce point encore un peu plus, il y a une théorie en psychologie que je pense est importante de mentionner ici. Une théorie qui a été développée par Julian Rother dans les années 50. Et il s'agit du lieu de maîtrise ou internalité. Donc en fait, c'est une théorie qui explique qu'il y a qui catégorise les personnes en deux catégories différentes. En premier lieu, il y a des personnes qui ont un lieu de maîtrise externe. Et donc ces personnes-là vont penser en général que ce n'est pas elles-mêmes qui ont le contrôle de leur vie, mais c'est quelque chose d'extérieur à elles qui a le contrôle sur leur vie. Que ce soit la chance, la fatalité, le hasard, ces personnes-là vont généralement, quand quelque chose de bien ou de pas bien leur arrive, elles vont généralement penser que c'est dû à quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas dû à elles-mêmes. Et donc, on appelle ça un lieu de maîtrise externe. Et ensuite, le deuxième type de personnes, c'était des personnes qui ont un lieu de maîtrise interne. Donc, ces personnes-là vont avoir l'impression, en général, que c'est elles qui ont le contrôle sur leur vie. Que ce soit des choses bien ou pas bien qui leur arrivent, en général, c'est moi qui en suis responsable, en fait. Et il s'avère que les gens qui ont un lieu de maîtrise interne, donc ceux qui prennent plus la responsabilité de leur vie, eh bien, c'est une bien meilleure chose pour un tas de variables sur la santé mentale. C'est-à-dire que ces personnes-là vont avoir une meilleure capacité à gérer le stress, vont avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, vont avoir une meilleure santé mentale, vont avoir une meilleure résilience en général dans la vie. Et donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus idéal, en fait, d'avoir un lieu de maîtrise interne et donc d'avoir l'impression que j'ai le contrôle et le pouvoir sur ma vie plutôt que l'inverse. Et quand on y pense un petit peu, ça fait sens en fait, parce que le problème avec l'histoire que c'est pas moi qui ai le contrôle, c'est que souvent c'est propice à une victimisation. Alors ça c'est un mot qui peut être un peu difficile à entendre parce qu'il peut être mal pris souvent, mais malheureusement avoir l'impression que qu'on est victime en fait de sa vie et que ce sont à cause des gens ou à cause du monde ou à cause des autres que ma vie va mal, c'est vraiment pas corrélé à une bonne santé mentale, c'est vraiment pas corrélé à une capacité de gestion du stress et c'est pas corrélé à la résilience. Voilà, peut-être ce n'est pas de notre faute si on est tombé dans une victimisation ou si malheureusement on nous a inculqué certaines valeurs qui ont fait qu'on a eu l'impression qu'on n'avait pas le pouvoir sur notre vie. Mais en tout cas, dans l'idéal, il faut se diriger vers plus de responsabilisation. Alors évidemment, je fais un petit disclaimer ici que ça ne veut absolument pas dire que la victimisation n'existe pas. Évidemment que ça peut nous arriver à tous d'être victimisés pour de vrai dans la vie et d'être vraiment une victime de circonstances qui sont absolument en dehors de mon contrôle. Voilà, des accidents, des traumas, des abus, en tout genre. Évidemment que nous ne sommes pas responsables de tout. Donc c'est pas du tout une question de dire qu'il n'y a jamais de victime véritable, mais simplement que au mieux que je peux, j'essaye de me focaliser sur les choses qui sont dans mon contrôle, j'essaye de me focaliser sur où est ma responsabilité, plutôt que l'inverse. Voilà, alors je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je voulais pas faire un épisode trop long non plus, parce que c'est simplement pour essayer de poser un peu des fondations par rapport à ce sujet, et puis comme j'ai dit, je pense approfondir certains de ces sujets dans d'autres podcasts. Je vais les résumer, donc ces 4 clés pour commencer un travail intérieur ou bien un travail introspectif. Première clé, ralentir, donc être plus dans l'instant présent, se connecter plus à l'ici et maintenant, car ralentir est un précurseur à la capacité d'introspection, à la capacité de se connecter avec mes ressentis, à la fois somatiques et puis ce qui se passe dans ma tête. Le deuxième point, mettre en place une routine self-care, une routine bien-être. Un moment où je peux me connecter avec moi-même qui est uniquement dédié à moi et à quelque chose qui me ressource, que ce soit du sport, une activité créative, peu importe, ou juste un moment dans le silence sur le canapé. Ensuite, pratiquer la compassion envers soi-même. Donc voilà, avoir plus de bienveillance, et ça j'en parlerai plus prochainement. Réussir à cultiver un dialogue intérieur plus positif et plus de bienveillance envers soi-même. Et puis 4e point, prendre la responsabilité de sa vie.
Donc là où je peux, le plus possible, essayer de me concentrer sur les choses qui sont sous mon contrôle et donc d'essayer de changer les choses qui sont possibles à changer et responsabilisation vis-à-vis des choses qui m'arrivent aussi dans la vie. Voilà, donc ce sont ces quatre clés qui je pense sont importantes pour commencer à se poser plus de questions sur sa vie, sur ce que je veux et sur comment concrétiser la vision dont je parlais au tout début, la vision de quelle est la vie que je désire, quelle est la vie que je souhaite, quelle est la relation que j'aimerais avoir avec moi-même et la relation que j'aimerais avoir avec les autres. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il a pu apporter des réflexions intéressantes. J'aimerais beaucoup, si jamais tu as quelque chose à ajouter, si jamais tu as quelque chose à dire par rapport à un de ces 4 points ou bien ces 4 points, ça m'intéresserait beaucoup parce que voilà, j'aimerais bien savoir si ça résonne ou pas et ce que les gens en pensent. Voilà. Et je te remercie de ton écoute et on se retrouve pour un prochain épisode tout bientôt. Merci beaucoup.